Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors vidéo à laquelle vous êtes désormais habitués puisque ça fait déjà pas mal de temps que je fais des foires aux questions. Je pense que c'est assez intéressant de prendre un petit peu de temps pour répondre à autre part que dans les commentaires et donc de vous exprimer un petit peu ma façon de voir, qui n'est pas la vérité mais qui est ma façon de voir. Alors merci évidemment à tous ceux qui se sont abonnés depuis vraiment des semaines, c'est la folie. On vient de dépasser les 2200 abonnés, donc en route vers les 3000, j'espère les atteindre avant la fin de la saison. Et merci évidemment à tous ceux qui ont posé des questions pour cette FAQ. On commence avec Pablo qui me demande: penses-tu que le mercato hivernal va pouvoir aider le club ou il va falloir attendre l'estival? Alors, faut savoir que au mois de novembre, le club va repasser devant la DNCG qui va valider ou non son budget 2023-2024. Et évidemment, avec les ventes que l'on a fait, Lukeba, Barcola, Fèvre, etc., la vente de l'OL Reign qui va se faire un jour, on nous promet que ce sera fait avant la fin de l'année, la vente de l'OL féminin à Madame Kang. Donc évidemment tout ça devrait permettre de débloquer la situation aux yeux de la DNCG, même si la DNCG prend en compte les perspectives d'avenir de l'OL. Et avec notre classement actuel, et je ne pense pas qu'il va beaucoup changer d'ici la fin du mois de novembre, je l'espère, mais je n'en suis pas convaincu, eh bien, elle pourrait considérer que le club a peu de chances d'être européen et qu'il faudra une nouvelle fois réinjecter de l'argent pour pouvoir passer la DNCG donc, à l'été prochain. Alors, est-ce qu'on va nous desserrer un peu la ceinture pour le mois de janvier? Je l'espère. Alors, si c'est le cas, effectivement, je pense que le mois de janvier, le mercato hivernal peut nous aider. Même s'il ne faut pas se le cacher, c'est difficile de trouver des joueurs lorsque vous êtes dans notre situation, que vous ne jouez que le maintien, qu'il y a une incertitude sur le fait que le club va rester ou non en Ligue 1. Évidemment, même des joueurs qui pourraient être intéressés pour venir à l'Olympique lyonnais n'ont pas envie de se retrouver dans une situation où à la fin de l'année on va en Ligue 2. Alors même s'il y a des possibilités d'échapper au contrat signé, bon écoutez, on aura le temps de reparler de tout ça, mais oui, j'espère que le mercato hivernal va pouvoir nous aider, mais évidemment c'est la DNCG qui détient les clés. Toninho Silveira 93 me demande: étant donné que nous sommes dans une opération maintien, penses-tu qu'il aurait été préférable d'appeler un pompier de service style Antonetti, Comboiré ou Dupraz pour ensuite nommer quelqu'un comme Grosso qui puisse bâtir plus sereinement une fois le maintien assuré? Alors à cette liste de pompiers, on aurait pu ajouter Gattuso. À vrai dire, je ne sais pas. Ça peut se poser comme question, c'est-à-dire effectivement un Antonetti, un Comboiré, Dupraz, je ne sais pas s'il serait en phase vraiment avec, on va dire, la couleur olympique lyonnais. Comboiré était déjà réclamé par certains supporters il y a quelques temps, donc je pense que Comboiré aurait été une solution intéressante. Après, effectivement, une solution de court terme, on va dire pour mettre en place des choses très simples, pour jouer beaucoup sur la motivation. Et effectivement, ensuite, appeler un entraîneur comme Fabio Grosso, qui a peut-être plus de vision de moyen terme. Malgré tout, moi je crois en Fabio, contrairement à ceux qui critiquent ma vidéo sur Fabio Grosso, joue-t-il avec le feu, alors qu'ils n'ont pas visiblement regardé la vidéo, puisque dans cette vidéo, j'explique le point de vue surtout des joueurs, et au contraire, je soutiens à fond Fabio Grosso, même si je pense qu'effectivement il a commis des erreurs et qu'il aurait dû le reconnaître. Nicolas Gauthier me demande: penses-tu que nous soyons en progrès au niveau de l'équipe match cohésion par rapport au début du championnat? Alors oui, je pense qu'on est en progression, mais c'est une progression qui est encore insuffisante. Mais elle peut s'expliquer par deux choses. Déjà, je pense que
La préparation physique a été totalement foirée, donc je ne vois pas d'un mauvais œil le départ de Martin Buchheit, et je suis très 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 déçu de ce qu'il a fait, puisque finalement l'hiver dernier, je trouve que l'équipe avait été remise sur pied par la préparation hivernale. Là, la préparation estivale nous a mis à plat, et ça peut expliquer beaucoup de choses. Deuxième chose qui, on va dire, gêne la progression, c'est que Fabio Grosso essaye de bien connaître son groupe. Petit à petit, il comprend à qui il peut faire confiance et à qui il ne peut pas faire confiance. Pour une fois, notre ami Santiago Cucci a dit quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'on a l'impression, là, depuis l'arrivée de Grosso, de faire la préparation estivale. C'est embêtant de le faire pendant la saison, mais je pense que Fabio sait où il va, et je pense que le travail va finir par payer. Le travail physique, alors tactiquement, j'attends pas grand-chose, mais j'attends qu'un groupe se crée de 13-14 joueurs, tant pis pour les autres, et qu'on aille à la guerre avec ces mecs-là qui ont envie de sauver le club et qui ne pensent pas qu'à leur petit nombril. Donc je pense qu'il y a du progrès. Ça se voit pas encore beaucoup. Il faudra le voir pendant tout un match et même pendant plusieurs matchs, puisque la reprise va être coton, puisqu'un match un peu à la mort face à Clermont, et ensuite des matchs pas simples, Rennes-Marseille, et puis évidemment un match très important face à Metz. Alors, Emmanuel me demande, après avoir vu les derniers résultats de l'OM, penses-tu qu'il aurait été préférable de prendre Gattuso plutôt que Grosso ? Non. Je pense que Grosso, c'est très très bien. Moi, j'étais d'ailleurs pas forcément défavorable à Gattuso. De toute façon, comme je dis souvent, pour moi, le coach n'a pas beaucoup d'importance. Dès lors que c'est quelqu'un de sérieux et qui comprend où il est, qui n'est pas trop dogmatique. Moi, ça me va. Donc Gattuso, ça m'allait, comme j'aurais été OK pour Julien Stéphan ou pour Fabio Grosso. L'intérêt de Fabio Grosso, je trouve, c'est qu'il parle français par rapport à Gattuso. Les résultats de l'OM, alors il y a à boire et à manger. Ils ont fait un dernier match correct, mais là aussi, il faudra voir sur la durée. Mais je pense que Fabio Grosso va faire le travail. Je crois absolument en Fabio Grosso. Alors, Okina me pose une question très intéressante, mais je pense que globalement, les questions sont très très bonnes dans cette FAQ. Je ne dis pas qu'elles ne l'étaient pas dans les autres FAQ, mais dans celle-ci, je les trouve particulièrement pertinentes. Salut Teddy, sais-tu quand l'emprunt du stade doit être complètement remboursé? Je n'ai pas trouvé l'info et j'ai hâte de jours meilleurs. Alors l'info, elle n'est pas très difficile à trouver, il suffit d'aller voir les publications financières de l'Olympique Lyonnais. Et on va regarder ça tout de suite. Bon, je ne vais pas vous dérouler tous les chiffres, mais au moins vous expliquer ce qui reste à rembourser pour le stade. Donc ça, c'est la publication des comptes consolidés au 31/12/2020. Les comptes au 30 juin 2023 ne sont pas encore publiés, ils sont sans doute réalisés, mais l'année dernière, ils avaient été publiés d'ailleurs le 14 octobre, donc on devrait les avoir peut-être la semaine prochaine. Et donc ici, on a donc les emprunts obligataires infrastructures et les emprunts bancaires infrastructures. Donc vous voyez qu'au 36/2022, il restait 70 et 80, donc à peu près 150 millions à rembourser. Et que au 31/12, il reste environ 112 millions. Donc on voit qu'en 6 mois, on a remboursé à peu près 40 millions. Donc on peut penser que au 30 juin 2023, on a encore remboursé 40 millions. Donc il devrait rester à peu près 70 à 75 millions pour les infrastructures. Alors il n'y a pas que le stade, il y a la salle, donc l'Arena, mais c'est quand même le stade qui coûte le plus cher, donc à peu près 70 millions, ce qui n'est pas énorme, c'est-à-dire que on peut penser qu'en 1 an et demi, tout ça sera remboursé. Donc de ce point de vue-là, au niveau des infrastructures, on voit le bout du tunnel. Par contre, ce qui est très embêtant, c'est ça, vous voyez, les emprunts et dettes financières. Donc ça, autant les infrastructures, pour moi, c'est de la bonne dette, parce que vous constituez un capital. D'ailleurs, la salle vaut 140 millions, donc elle a une vraie valeur, alors que les emprunts et les dettes financières, ça c'est pour payer les dettes, enfin les dépenses courantes. Et vous voyez que au 30 juin 2022, on avait 150 millions.
Au 31-12-2022, on avait 167 millions, ce qui veut dire qu'on a augmenté ce poste, ce qui évidemment n'est pas du tout une bonne chose. Et ça, c'est simplement pour payer vos dépenses courantes, donc ce n'est pas du tout de l'investissement. Il y a 167 millions, je ne sais pas s'il y a eu des dettes nouvelles depuis le 31-12-2022. Donc ça, on verra dans le bilan final au 30 juin 2023. Donc pour répondre à ta question, il reste à peu près 70 millions à rembourser, ce qui fait à peu près 1 an et demi. Donc on arrive vraiment au bout du chemin sur ces dettes-là. Mais comme je le dis, ça ce sont des bonnes dettes, hein, puisque une fois que vous les avez remboursées, vous avez un capital. Alors, Cerber69007, bonjour Teddy, merci pour ton travail. À l'OL, nous avons 4 analystes vidéo, 4 préparateurs physiques, 3 intendants, et on passe sur le staff médical et autres. En fait, on a un staff surdimensionné pour l'équipe actuelle, et par rapport aux autres clubs de Ligue 1 de notre niveau, ne penses-tu pas que dans l'opération maintien dans laquelle nous sommes engagés, il faudrait réduire au maximum cellule de crise pour gagner en rapidité de décision et d'action? Alors bon, tu l'as vu, récemment nous venons d'engager un autre scout analyse vidéo, un YouTuber, une personne de Twitter. Non, je ne pense pas qu'on soit surdimensionné. Je ne suis pas sûr que les autres gros clubs aient un staff moins important. Si chacun obéit aux tâches qui lui sont confiées, bon, ça me paraît pas dingue. 4 analyses vidéo. Si le coach estime que c'est utile pour lui, bon, pour le moment, on aimerait bien voir. Alors les préparateurs physiques, ça je pense que c'est très important, mais les analyses vidéo, pour le moment, je vois pas tellement de progrès tactique, donc je me demande ce qu'ils font. Ou alors les joueurs sont totalement incapables d'appliquer ce qu'on leur demande. Ou alors c'est peut-être une combinaison des deux. Koba me demande, penses-tu que Grosso va finir la saison si les résultats ne s'améliorent pas très nettement d'ici la trêve hivernale? Alors je pense qu'il va finir la saison parce que je pense que les résultats vont s'améliorer. Mais évidemment, si je me trompe et si lui ne trouve pas les solutions, on ne peut absolument pas exclure qu'il ne finisse pas la saison. Moi, je pense que la logique voudrait qu'on le laisse jusqu'à la trêve hivernale, qu'on lui laisse le mercato et, on va dire, 5-6 matchs ensuite, avec l'effectif au complet et, je l'espère, renforcé par le mercato, puisque lui-même dit qu'il nous faudra des joueurs en plus, hein, c'est ce que disait d'ailleurs Laurent Blanc. Et après, si après 5-6 matchs et un mercato de qualité, eh bien les résultats ne s'améliorent pas, on pourrait, alors là pour le coup, aller chercher un Comboiré, un Antonetti, donc un pompier de service pour essayer d'assurer le maintien. Alors Roland qui va un peu dans le même sujet. Bonjour Teddy, d'abord merci pour tes analyses fines et rigoureuses, ça me fait plaisir. Ma question, penses-tu que le mercato permettra véritablement de renforcer l'équipe compte tenu des éléments suivants? Il y a d'abord les contraintes de la DNCG, le caractère peu attractif de l'équipe occupant le bas du classement, plus préoccupé par son maintien que par de lointaines perspectives européennes. Il y a enfin les particularités du mercato d'hiver, où les opportunités de bons joueurs qui marchent bien dans leur club sont rares. Merci pour ta réponse. Alors, pour moi, le point essentiel, évidemment, c'est le point de départ, c'est les contraintes de la DNCG. Il est certain que si on est toujours encadré, il n'y aura pas de mercato, donc évidemment, là, il ne se passera rien. On ne peut pas l'exclure, hein. Franchement, moi, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres pour le moment de l'OL, donc c'est difficile de s'exprimer. Le caractère peu attractif, là, je suis d'accord, c'est un vrai souci. Comment attirer des joueurs? Donc là, il n'y a pas 50 solutions. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a certains championnats qui se terminent là, au 31-12-2023. Les championnats brésiliens, les championnats des pays de l'Est. Je rappelle que Lovren vient de Russie, donc dans ces pays-là, le Brésil évidemment. Donc on ne va pas révolutionner l'équipe en hiver, hein. Moi je pense qu'il faut 2 centraux, 2 milieux de terrain, un ailier, donc ça fait 5 joueurs. Et on peut aussi avoir recours à des prêts, c'est-à-dire des joueurs qui, pour se relancer, eh bien, viendraient à l'OL en mission. Je pense notamment à 2 joueurs, Rafael Guerreiro qui ne joue pas avec le Bayern, et si on avait un départ de Tagliafico, pour lequel moi je suis favorable, pourquoi pas prendre Guerreiro donc, du côté gauche.
Et puis, au milieu de terrain, son nom avait été évoqué, Baptiste Santamaria, qui lui est sur le banc à Rennes, pourrait avoir envie de se relancer en se disant je vais à l'OL pour essayer de les aider jusqu'à la fin de la saison et je reviens à Rennes, ou alors j'ai un transfert ensuite. On peut aussi aller chercher du côté des joueurs qui ont le cœur lyonnais. Je pense à Zorgan par exemple, je pense à Del Castillo, des joueurs qui n'ont pas forcément eu l'opportunité de jouer pour l'OL mais qui ont proclamé leur envie de jouer pour l'OL. Donc pourquoi pas des joueurs qui sont vraiment attachés à l'OL ou des joueurs qui veulent se relancer via un prêt. Alors la tâche est compliquée, mais évidemment ça va être celle de Mathieu Louis-Jean, ça devrait être celle d'un directeur sportif, mais je ne vais pas plus loin sur ce sujet puisque je sais qu'il est dans les questions. Alors Reynald me demande: bonjour Teddy, Arsenal pour repartir vers le haut de la première ligue a dû se débarrasser de joueurs confirmés avec un ego douteux et se tourner vers des jeunes joueurs motivés à progresser, donc écoutez le coach. Penses-tu que l'OL devrait faire la même chose au vu de ce qu'ont apporté O'Brien et Diawara? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut faire confiance aux jeunes. J'ai rien contre eux, mais dans une opération maintien, parce que Arsenal n'a jamais joué de maintien, dans une opération maintien, il faut des joueurs expérimentés. Alors O'Brien, pour moi, c'est une solution temporaire. En fait, il est là parce que les autres sont plus mauvais. Même chose pour Diawara. Moi, je veux qu'on prenne des joueurs qui sont là pour apporter quelque chose, pas des joueurs qui sont là à défaut de mieux. Donc pour le moment, on n'a pas le choix, même si bon, Diawara, il faudra revoir. Mais si on peut faire un mercato en hiver, je ne veux pas voir des jeunes débarquer, ça c'est sûr. Maxime me demande: bonjour Teddy, personne n'aurait imaginé que nous ne prendrons que 3 points en 8 matchs, ça c'est sûr, mais je pense que les mêmes plus pessimistes ne s'imaginaient pas cela. Même si l'équipe s'améliore, quand on regarde le calendrier 4 prochains matchs à l'extérieur, Marseille, Rennes, Lens, Monaco, c'est difficile d'être optimiste. Selon toi, combien de points pouvons-nous espérer à la trêve au soir de la 17e journée? Cette estimation est-elle au-dessus ou en dessous du seuil critique pour le maintien? PS, merci pour ton travail. Alors pour se sauver, il faut prendre en gros environ 1 point par match. C'est-à-dire pour cette saison 34 points. Pour le moment, on n'en a que 3. Donc il reste 9 matchs seulement avant la mi-saison. On va regarder le calendrier pour essayer de voir combien on peut faire en étant réaliste. Donc il faut avoir 17 points au moins, je dirais, à la fin des matchs allés, même si on peut imaginer qu'avec un mercato conséquent, on puisse avoir des matchs retour bien meilleurs que les matchs allés. Donc on peut imaginer prendre 3 points face à Clermont et Metz, donc ça ferait 6. Un point face à Lille, ça fait 7. Toulouse, même si c'est pas si mal, il faudra prendre les 3 points, donc on serait à 10. Nantes, pareil, 3 points, donc on serait à 13. Donc plus les 3 points qu'on a déjà, ça ferait 16. Donc on serait, on va dire, un petit peu en dessous de l'objectif, mais avec un démarrage totalement pourri. On ne peut pas non plus exclure qu'on prenne un petit point à l'extérieur. Alors je ne sais pas où. Peut-être à Lens, qui est moins performant que l'année passée. Idem pour Rennes, qui déçoit quelque peu cette saison. Monaco, Marseille, je pense qu'il ne faut pas trop y compter. Donc ça me paraît possible. Si Fabio réussit à remettre l'équipe sur pied physiquement, que le mercato est pas mal cet hiver, je pense que l'objectif de 34 points est réaliste. Mais c'est vrai qu'il faudrait être au moins à 16 points à la fin décembre. Ça paraît pas impossible, mais effectivement, quand on a pris que 3 points en 8 matchs, tout nous paraît une montagne à gravir. En tout cas, ça passe effectivement, déjà pour retrouver de la confiance, par une victoire contre Clermont, une victoire contre Metz. Ça, c'est absolument essentiel. Et après, à l'extérieur, tout ce qu'on prendra, ce sera du bonus. Alors, Ced me demande: penses-tu qu'ils vendront certains joueurs au mercato d'hiver ou en prêt vers un autre club Eagle ou ailleurs?
Tolisso, Cherki, Cacré par exemple. Alors, oui, en tout cas, je pense que si on a des marges de manœuvre avec la DNCG, il y a des joueurs qui vont partir, et beaucoup même, je pense. Des joueurs sur lesquels on s'est trompé, qui n'ont pas le niveau, ou alors qui ne sont plus dans le projet. Je pense que Ryan Cherki peut faire partie de ceux qui vont partir. Cacré, même chose. Tolisso, c'est quasiment impossible parce qu'il a un salaire beaucoup trop élevé et il lui reste 4 ans de contrat. Donc, pour moi, c'est absolument impossible de se débarrasser de Tolisso. Mais il n'y a pas que. Il y a peut-être même des joueurs qui sont arrivés cet été qui peuvent repartir. Je pense à Khaled Tachar, surtout si on fait ce que je demande, c'est-à-dire recruter 2 défenseurs centraux. On peut imaginer aussi départ de Diomandé. On peut imaginer effectivement beaucoup de choses. Mais évidemment, tout cela, ce sera si la DNCG nous laisse recruter. Parce que si on n'a pas de recrutement, il ne faut pas que ces joueurs-là partent, hein, même s'ils sont un peu mis de côté pour le moment. Surtout Tolisso, Cherki, je pense qu'il faut les garder, il faut avoir des solutions supplémentaires. Alors, Fab the Prince me demande, crois-tu qu'on arrivera à être fier de nos joueurs avant la fin de l'année 2023 ? Je parle de ne pas avoir honte d'eux et s'ennuyer devant les matchs. Combien de matchs il faudra grosso pour connaître ces joueurs et avoir confiance en 13 ou 15 mecs qui vont tout donner quoi qu'il arrive. Alors... j'espère. Je pense que oui. Comme je l'ai dit, je pense que le travail paye. Je pense que l'équipe travaille beaucoup. Pour le moment, effectivement, ça ne paye pas, mais ça va finir par payer parce que malgré tout, il y a quand même des joueurs de qualité dans cette équipe. Hein, donc, il n'y a pas que des Brels. Il y a des Brels, mais il n'y a pas que des Brels. D'ailleurs, je pense que si on regarde par rapport aux équipes contre lesquelles on va se battre pour le maintien, on a quand même plus de qualité. On a déjà un grand finisseur, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais effectivement, il faut qu'on s'améliore sur le plan physique, sur le plan collectif et aussi mentalement. Mais ça, je pense que Fabio travaille à tout ça. J'espère qu'on aura rapidement les fruits. Est-ce qu'on va être fier ? J'espère aussi. Est-ce qu'on va pas réussir quelques petites perfs, notamment à l'extérieur ? Moi, je n'exclus rien. Si on n'y arrive pas, ça va être compliqué. Hein. Alors s'ennuyer devant les matchs, moi personnellement, je ne m'ennuie pas devant des victoires, donc j'espère qu'on ne s'ennuiera pas, mais je crois pas qu'il faut attendre quand même du grand football. Mais déjà, si les mecs se donnent à fond, on peut être un peu plus optimiste. Alors Medax me demande, donne-nous ton équipe type, celle que tu aimerais voir à la reprise. Alors je ne vais pas être super original puisque moi je suis un adepte du 4-2-3-1. Je trouve que Fabio, c'est normal, hein, c'est toujours plus facile d'avoir des bonnes idées quand on est derrière son écran et son micro, mais je crois qu'il est un peu trop frileux. Donc moi personnellement je repartirai en 4-2-3-1. Avec pour consigne à Tagliafico et à Mata de ne pas monter. En fait, alors ça va être très basique ce que je vais dire, mais moi je vois l'équipe comme 2 blocs, un bloc défensif, un bloc offensif. Et je me dis, ce bloc défensif, il est pas si mal. Tagliafico, Brian Lovren, Mata, avec Akuku et Alvero devant. Tout ça normalement, ça devrait être très fort défensivement. Pour le moment, ça n'est pas le cas, mais je pense que Lovren va progresser physiquement. Et une fois qu'on récupère la balle, il faut lancer les ailiers, il faut donner la balle à Ryan. Donc vraiment un jeu très très basique, mais ce serait mieux si Ryan faisait beaucoup d'efforts défensifs, ça nous aiderait beaucoup. Mais il nous faut gagner des matchs, et on ne gagne pas de match si on ne marque pas de but. Et trop souvent, je trouve avec le 4-3-3, on manque de créativité. Donc un bon vieux 4-2-3-1. Je rappelle quand même que toute la saison, la deuxième partie de saison dernière, on l'a fait en 4-2-3-1 quasiment à chaque fois, sauf vraiment exception. Et c'est comme ça qu'on a gagné des matchs. Alors c'est comme ça qu'on en a perdu aussi, mais c'est quand même comme ça qu'on a gagné des matchs. Je trouve dommage de se priver de la créativité de Cherki, même si je comprends pourquoi Fabio le fait pour le moment. Donc à Ryan, de se mettre dans la ligne directrice du coach pour pouvoir retrouver sa place sur le terrain. Je pense que c'est quand même dommage de se priver de ça. Jeffinho, je l'ai trouvé vraiment bon lors du dernier match. Nuama, c'est pas mal. Mais voilà, je vois en fait une équipe vraiment coupée en deux, mais volontairement, entre
un bloc défensif et un bloc offensif. C'est peut-être basique, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Alors Lucas me dit, bonjour Teddy, un avis sur Michael Marquez qui intègre la cellule de recrutement. Malheureusement non, parce que je ne connaissais pas ce jeune homme jusqu'à ce qu'il intègre la cellule de recrutement, donc je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment férus de data, qui s'intéressent au petit marché, et parfois ils arrivent à se faire leur trou dans des clubs. Donc je ne sais pas, je ne connais pas ce garçon, donc je n'ai pas d'avis sur lui. Didier Brun, pourquoi l'OL n'a pas de directeur sportif, que ce soit Blanc, Grosso et son livret eux-mêmes, et même Lacazette se demande à qui il peut parler et qui reprendre le club. J'opterais pour un Greg Coupé ou un Sidney Govou. Alors pourquoi l'OL n'a pas de directeur sportif? C'est une volonté de John Textor. En fait, John Textor, comme il veut faire jouer au Monopoly avec ses différents clubs, et notamment Botafogo et Molenbeek, il ne veut pas avoir un directeur sportif qui s'interpose sur les choix de joueurs, tout simplement. Ou alors trouver un directeur sportif qui accepte de mettre un tel à Molenbeek, de mettre un tel à Botafogo, de prendre un tel de Botafogo pour le mettre chez nous. En fait, Textor, il a pris une cellule de recrutement pour aller chercher des joueurs que lui ne connaît pas personnellement, mais il ne veut pas d'une personne qui coordonne le tout, il veut le faire lui-même. Bon écoutez, on voit ce que ça donne, notamment milieu de terrain, 8 milieux de terrain, pas un qui est bon. Donc là, il y a un problème quand même de diagnostic, mais on a bien compris avec Santiago Cucci que ce point-là n'évoluerait pas. De toute façon, ce n'est pas la volonté du boss. Steven Thomas me demande quel profil de joueur aimerais-tu voir au mercato d'hiver, et pour toi quels sont les postes prioritaires à renforcer. Moi personnellement je pense que l'on devrait prendre des joueurs remplaçants dans d'autres clubs de Ligue 1 ou de bons joueurs de Ligue 2, des noms moins prestigieux mais besogneux, un Gauthier Hein à Auxerre par exemple, ou des bonnes pioches comme a pu le faire Reims avec Junya Ito qui venait de Genk, même si je pense que Textor va faire venir des joueurs de Botafogo car le championnat brésilien sera terminé. Avec Botafogo champion, j'espère. Alors pour Perry et Adrielson, donc un gardien de but et un défenseur central, les choses ne sont pas si simples parce que les deux joueurs sont désormais internationaux, et comme Botafogo ne les détient pas à 100%, donc il y a d'autres copropriétaires. La copropriété de joueurs existe au Brésil. Eh bien, John Textor ne peut pas vendre à l'OL si un prix supérieur est proposé par d'autres clubs. Donc, par exemple, Perry, qui fait vraiment des étincelles avec Botafogo, mais aussi, j'ai vu ça cet après-midi, à l'entraînement de l'équipe brésilienne. Si un club anglais vient et pose 30 patates, eh ben, il part dans le club anglais. Adrielson, c'est différent. Il vient d'être sélectionné pour la première fois, mais bon, c'est un défenseur central de petite taille, 1m82. L'OL a proposé, enfin Textor a proposé 6,5 millions pour ce joueur, peut-être montera-t-il à 7. Je suis pas sûr qu'il soit très très demandé en Europe, donc effectivement, autant je pense que Perry ne viendra pas, autant Adrielson, ça me paraît cohérent. Alors oui, Ito, très bien d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai parlé un petit peu de Del Castillo, bon, qui n'est pas Ligue 2, mais joueur de Ligue 1, et en plus qui, je pense, kiffe bien l'Olympique Lyonnais. Je pensais donc évidemment à Zorgan, qui vient lui de Belgique, donc des joueurs comme ça. Effectivement, je ne pense pas qu'il faut prendre des jeunes. Je pense qu'il faut prendre des joueurs qui ont des choses à montrer, que ce soit en transfert ou en prêt. Mais effectivement, les profils que tu proposes sont tout à fait dans la lignée de ce que l'on doit rechercher. Surtout pas des jeunes pépites. Non. Là maintenant, il faut des vrais joueurs de foot, pas des mecs qui seront bons dans 3-4 ans. Alors Paul me demande qui aimerais-tu voir jouer plus souvent. Pas grand monde. En fait, je trouve qu'on a un effectif d'une faiblesse vraiment impressionnante quand on compare par rapport aux années précédentes. Et les mecs qui sont sur le banc ne me disent rien qui vaille. Je trouve notre mercato très très médiocre.
Alors ceux que j'aimerais bien voir jouer plus souvent, bah, c'est ceux qui seraient susceptibles de venir cet hiver pour renforcer l'équipe, parce que ceux qui sont là actuellement, très sincèrement, ne m'inspirent pas tellement confiance. Je pense que ça peut être suffisant pour se maintenir, mais par contre pour rêver à mieux, j'aimerais bien voir un peu plus souvent Ryan Cherki. Je trouve qu'il est vraiment mis au placard par Grosso. Mohamed El Arouche, puisque on manque de qualité au milieu de terrain, donc pourquoi pas l'essayer en numéro 10. Lui, en fait, Mohamed El Arouche, c'est un joueur qui a des grosses qualités techniques. Alors, je dis souvent, qui manque de potentiel athlétique, mais si vous mettez Akouakou et Alvero derrière lui, le voir en pointe haute dans un 4-3-3, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'il faudrait l'essayer. Bon, pour le moment, il n'a pas la confiance du coach, mais pourquoi pas essayer Mohamed El Arouche, parce que quand je vois les qualités techniques de Cacré et Le Penant, la statue Maitland Niles et Tolisso qui ont totale perte de confiance, je me dis bah pourquoi pas tenter El Arouche, puisqu'on a bien tenté Diawara. Donc voilà, mais honnêtement, il n'y a pas de joueur où je me dis si lui jouait plus souvent, ça irait mieux, hein, pas du tout. Alors, je suis content de la question de Jean, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée dans les commentaires. Ça me permettra d'y répondre une bonne fois pour toutes. Donc Jean me demande, je voulais savoir si tu as entendu parler de l'Arabie Saoudite qui rachèterait Lyon. Alors il faut savoir que cette rumeur a été lancée par un influenceur marseillais qui disait que visiblement les Saoudiens seraient moins intéressés par l'Olympique de Marseille parce que McCourt demande trop cher, et que vu d'Arabie Saoudite, l'OL c'est plus sérieux, avec déjà le stade, le centre d'entraînement, l'académie, etc. Mais je ne crois pas du tout que ça va se faire. Je n'ai aucune info là-dessus, mais en tout cas je n'ai rien entendu de crédible ou par des médias crédibles qui parlent d'Arabie Saoudite. Alors peut-être qu'il y a des gens surinformés, mais moi en tout cas j'en ai entendu parler, mais je n'y crois pas du tout. Alors Didier se demande pourquoi n'avoir que Cacré comme tireur de coup de pied arrêté, alors que l'on est l'un des plus gros budgets de France. Même les plus petites équipes ont un tireur, voire plusieurs. Nous, le nôtre, n'arrive pas à lever sa balle à plus d'1,50 m. Comment est-ce possible pour un club comme Lyon? Alors sur les coups de pied arrêtés, moi j'ai toujours eu d'énormes surprises, puisque je me souviens qu'à l'époque où Peter Bosz était coach, il avait dit dans une interview à Canal+ que le meilleur tireur de l'équipe au niveau des coups francs, c'était Emerson Palmieri, et il ne les tirait jamais. Alors moi ça je comprends pas. Là pour le moment effectivement Cacré ne fait pas du tout le job. On a justement un Ryan Cherki qui lui, je pense, a quand même du pied, donc devrait être en capacité de le faire. Peut-être un Tolisso, enfin bon bref, je ne vois pas pourquoi c'est Cacré qui le fait. Je n'ai pas la réponse, effectivement. Je m'étonne autant que toi Didier de cela, mais je ne sais pas pourquoi. Si les autres sont pires que Cacré, là c'est vraiment à désespérer de tout. Thierry me dit, Lovren s'est-il excusé de son attitude excusable vis-à-vis de Fabio Grosso lors du match contre Lorient? J'espère qu'il sera sanctionné pour ce mouvement d'humeur qui symbolise un manque de respect envers son entraîneur. Un directeur sportif ne serait-il pas nécessaire? Ne serait-il pas intervenu suite à cet incident? Non mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors je ne sais pas s'il s'est excusé, en tout cas il n'y a pas eu de communication par les différents médias qui suivent l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est tout à fait anormal qu'il réagisse ainsi, et je suis d'accord, un directeur sportif aurait dû le remettre en place. Ce n'est certainement pas Santiago Cucci qui va le faire. J'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo pourquoi il n'y avait pas de directeur sportif, mais effectivement, voilà un autre exemple, au-delà de la politique sportive du club, au-delà par exemple du renforcement du milieu de terrain qui n'est pas intervenu, un argument de plus pour avoir un directeur sportif. Alors Dominique va clôturer cette série de questions. Vous pensez vraiment, donc il me vous voit, c'est très agréable, que l'OL ne va pas descendre? Donner des arguments solides pour croire au maintien et pas des arguments ça ne peut pas nous arriver, on est un grand club, on a de bons joueurs, ou t'inquiète, le mercato va nous sauver. Bon
Censé, alors on est un grand club, ça je sais pas si on est un grand club, oui. Est-ce qu'on est une grande équipe, c'est autre chose. On a des bons joueurs, oui, je pense qu'on a des bons joueurs. On a des Mata, on a des Tagliafico, on a la Casette. Où le mercato va nous sauver, bah, j'espère que, en tout cas, peut-être pas nous sauver, mais en tout cas nous aider. Je peux pas dire que je pense que l'OL ne va pas descendre, je n'en sais rien. Évidemment, la situation actuelle ne plaide pas du tout en notre faveur. Si je devais trouver des arguments pour dire qu'on ne va pas descendre, je pense que Fabio Grosso a parfaitement identifié ce qui n'allait pas, qu'il travaille à cela. Pour le moment, comme je l'ai dit, 1 point sur 9, ce n'est pas assez, ça c'est sûr. Je pense qu'il est encore en phase de recherche de son équipe. Qui va l'aider à remonter l'OL, qui ne va pas l'aider. Je pense qu'on a vu par bribes des choses intéressantes de la part de notre équipe. Je dis bien par bribes, mais il faut que tout cela se mette en place. C'est bien tard dans la saison, mais on n'a pas le choix. Je pense aussi qu'il y a des joueurs qui sont très nettement en dessous de leur vrai niveau. Je pense notamment à Cacré, qui, selon moi, peut faire beaucoup mieux. Il n'est pas nul, Cacré. Il a fait une très bonne fin de saison l'année dernière. Donc on peut espérer aussi que certains joueurs qui sont très en dessous de leur niveau retrouvent leur niveau. Pareil pour Lovren. Donc je me dis que si Tagliafico, Mata, Lovren font leur job et qu'ils arrivent à faire progresser O'Brien, que Akuku et Alvero restent solides devant la défense, que Ryan Cherki ou Cacré retrouvent un peu de qualité en termes de créativité, que Nuama continue sur sa lancée, que Jeffinho retrouve la confiance parce qu'il a fait, je trouve, un bon match la dernière fois, et la Casette donc a retrouvé le chemin des filets. Donc je veux dire, tout ça mis bout à bout, c'est quand même pas si dégueulasse que ça. Après, si vous faites rentrer du banc des joueurs comme Ryan Cherki ou Cacré, si c'est Cherki qui est titulaire, un Tolisso qui lui aussi retrouverait, alors pas son niveau parfait, mais un niveau, on va dire, aux alentours de ce qu'on avait l'année dernière, et que d'autres joueurs se révèlent un petit peu, comme Morera par exemple, bon, je trouve qu'il n'y a pas non plus parmi les équipes, on va dire, de la deuxième partie de tableau qui puissent se prévaloir d'un effectif de cette qualité. Après, le CV qu'on a, il va pas nous aider. C'est vraiment ce qu'on va faire sur le terrain. C'est la solidarité, c'est la densité physique, c'est l'engagement. Fabio Grosso, je pense, a identifié tout ça. Il essaye de travailler dans cette direction. Est-ce qu'il va y arriver? Je ne peux pas le garantir, je n'en sais rien. C'est quand même les clés, c'est les joueurs qui ont les clés sur le terrain, et sans leur concours, rien ne sera possible. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je ne sais pas si j'ai convaincu qui que ce soit, mais moi-même je ne suis pas forcément convaincu du fait qu'on va se maintenir. Je pense qu'on va se maintenir, mais je ne suis pas convaincu. Donc voilà. Écoutez, merci à tous vraiment d'avoir participé à cette FAQ, d'avoir posé des questions vraiment, je trouve, très très intéressantes, en plus pas redondantes. Donc ça a été super, j'espère que vous appréciez également l'exercice. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles infos sur l'OL. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.